Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo au Parlement européen, ici à Bruxelles. Dans cette émission, on s'intéressera à la violence faite aux femmes en Europe. Nous irons en Finlande, l'un des pays où le nombre de décès est le plus important. Et cette semaine, alors que le monde entier a les yeux tournés vers l'Égypte et vers la Tunisie, la voix de l'Europe est inaudible. Alors question, Catherine Ashton est-elle en train de manquer une occasion historique de faire exister l'Europe sur la scène internationale ? Dans les couloirs de Bruxelles, on l'appelle la femme invisible. Il y a un an, lorsque Catherine Ashton a pris la tête de la diplomatie européenne, la presse tira à boulet rouge sur cette baronne inexpérimentée et totalement inconnue pour représenter l'Europe. Elle a demandé à être jugée sur pièce, dont acte. Un an après, elle n'en finit plus de faire ses preuves et c'est au tour des capitales européennes de s'agacer. Inexistante, transparente, absentéiste. On l'attend sur le terrain en Haïti, elle passe ses week-ends à Londres. L'Europe de la sécurité et de la défense, aucun intérêt. Mais alors que le monde arabe est balayé par un vent de démocratie, à Bruxelles, enfin, elle s'exprime et appelle à une transition et à plus de démocratie en Égypte. Un an après sa nomination, Lady Ashton est aujourd'hui à la tête du plus gros service diplomatique du monde. 3650 fonctionnaires, 136 ambassades, un réseau supérieur à celui des États-Unis. Mais pourtant, l'Union européenne, premier contributeur financier dans les territoires palestiniens, en Haïti lors du tremblement de terre ou dans les pays en voie de développement, est souvent le bon dernier dans l'action diplomatique. Alors, à l'heure où la diplomatie est encore l'apanage des États, à quoi donc sert Madame Ashton et la diplomatie européenne ? Voilà une question posée par Nora Hamadi. Joseph Daul, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes eurodéputé français, vous êtes surtout le président du groupe PPE ici au Parlement européen. C'est le plus grand groupe politique dans l'hémicycle. Quand on voit ce qu'on dit aujourd'hui à Bruxelles de Catherine Ashton, est-ce qu'on a raison de la critiquer ainsi ? Mais je crois que la critique, et moi-même je l'ai critiqué, qu'elle n'était pas assez réactive par exemple à Haïti sur le sujet, c'est vrai que ce service doit être beaucoup plus présent et beaucoup plus efficace. D'un autre côté, je voudrais aussi dire qu'on a mis pendant un an la mise en place de ce service. Les directeurs généraux, tout ça, c'est arrivé que le 1er janvier. Donc, mais la réactivité, il est essentiel que dans le prochain mois ou les prochains 2 mois, ce service parle au nom de l'Europe. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Est-ce que l'Europe n'a pas déjà manqué l'occasion d'exister sur la scène internationale ? On a manqué probablement sur beaucoup de points sur la scène internationale et avec ce qui est en cours, que ce soit au niveau de l'Égypte et tout le bassin méditerranéen, l'Europe doit être présente. Et ce qui est grave, c'est que si on n'est pas présent au niveau communautaire, on est obligé d'être présent au niveau pays par pays. Et qu'est-ce qu'on représente pays par pays par rapport au reste du monde ? D'autant qu'en plus, la diplomatie est comme le reste, elle est comme la nature, elle a horreur du vide, donc on voit si ce n'est pas l'Europe, c'est par exemple, ce sont les États-Unis là, qui prennent la main par exemple sur l'Égypte. Ce sont les États-Unis ou alors ce sont les différents pays qui font des lettres, qui disent 3 pays, 4 pays, 5 pays, et au niveau communautaire, c'est très mauvais, c'est pas du communautaire. Vous êtes contre ça, moi je suis totalement contre, il faut que l'Europe réagisse d'une seule voix. Nous sommes 500 millions de concitoyens, l'Europe doit avoir sa diplomatie. Mais est-ce que Catherine Ashton, pour revenir un peu à elle, clairement, est-ce que c'est un problème de fonctionnement, c'est-à-dire que l'Europe ne pourra jamais parler d'une seule voix, ou clairement, est-ce qu'on a un problème de casting ? Moi, je crois que c'est un problème de casting. C'est pas facile de parler d'une seule voix au niveau des 27. Ça, je le conçois, je le vis tous les jours. Mais il faut quelqu'un qui prenne, je dirais, la poigne et qui commence à avancer, à se faire voir, à y aller. Il faut aller en Égypte, il faut aller au niveau de tout ce qui est la Tunisie. Il faut là essayer d'avoir... L'Europe doit être présente pour mettre en place la démocratie, la vraie. Pour qu'on n'ait pas un jour ce qui s'est passé en Iran, on est passé d'une extrême à l'autre extrême. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut maintenant aider ces pays-là à ce que la démocratie se mette efficacement en place. Alors, et là, l'Europe a un rôle important à jouer. Parmi les critiques qui sont formulées à l'encontre de Catherine Ashton, il y a aussi le fait qu'on dit, finalement, elle ne défend que les intérêts britanniques. Vous partagez ces critiques ? Écoutez, non. Là, je ne serais pas aussi méchant que dire non. Je crois qu'elle a besoin maintenant de son service,
qui soit présent dans les vrais événements et puis qu'après, elle-même, elle fasse une autre communication. Est-ce que le Parlement européen a des moyens d'action? Est-ce que vous pouvez influer? Est-ce que vous pouvez faire remonter le mécontentement des députés européens sur la diplomatie européenne? C'est ce que je suis en train de faire. Je vais encore le faire cet après-midi pour faire un appel au Conseil, en disant au Conseil, il faut parler d'une voie européenne. Donc il faut mettre en place le service pour qu'il fonctionne. Alors il y a un autre sujet d'actualité, toujours sur, je dirais, l'actualité internationale, c'est l'entrée ou non de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen. Alors là, la France a une position avec l'Allemagne, une position assez forte. En gros, la France et l'Allemagne disent non. Est-ce que vous partagez cette position? Non, je ne partage pas. J'attends le rapport, puisque nous ne l'avons pas encore. Le Conseil ne nous a pas encore envoyé le rapport au niveau du Parlement. Donc pour le moment, il est demi-secret, mais vous savez, toutes les confidentialités qu'il y a là-dessus, on va l'avoir. Je l'ai demandé officiellement ce matin au nom du PPE, qu'on ait le rapport pour qu'on puisse l'analyser. Après avoir fait l'analyse de ce rapport, la seule chose que je dis, il y a des règles à respecter pour Schengen. Si elles sont respectées, le Parlement doit voter pour. Si elles ne sont pas respectées, on doit le dire et on doit donner des dates pour qu'ils soient respectés et recontrôlés. Mais nous ne pouvons pas rajouter systématiquement d'autres faits ou d'autres demandes supplémentaires qui n'ont pas été demandées à d'autres pays. Là, il faut rester juste. Mais quand la France dit ces pays ne sont pas prêts à entrer dans Schengen, et en gros, Schengen, c'est déjà un espace où les délinquants et les voleurs peuvent rentrer sans problème, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ces deux pays ne sont pas prêts pour entrer dans Schengen? Non, il y a encore des problèmes techniques, disons-le très clairement. Sur les frontières terrestres, j'étais moi-même en Roumanie la semaine dernière, j'ai discuté avec les différents ministres, le Premier ministre, le président Basescu. Il y a encore des problèmes à certains endroits entre la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie. La Bulgarie a encore des problèmes de frontières au niveau de la Turquie. Ça c'est des problèmes techniques. S'ils ne sont pas réglés, ils ne peuvent pas rentrer. Ils le savent. Donc vous êtes d'accord là-dessus? Là, les problèmes techniques qui sont posés, qui doivent être respectés, doivent être respectés. Et quelle est, selon vous, l'explication de cette position si dure de la France? Mais vous savez, les positions dures, avant de rentrer, ça ne me dérange pas. Ça oblige aux deux cas de se mettre d'accord, de voir la réalité. Et comme vous l'avez dit, j'étais en Albanie pour le problème des visas il y a quelque temps. On m'a expliqué que de toute façon, les Albanais, comme vous dites, le grand banditisme et tout ça, ils n'ont pas besoin de visa, ils sont déjà là. On bloque qui si on ne donne pas de visa? On bloque les étudiants, on bloque les gens qui ont envie de travailler honnêtement en Europe. Tous les autres sont de toute façon déjà partis. Alors moi, j'ai proposé la chose suivante pour les Albanais et au président Berisha. J'ai dit, alors il faut mettre par exemple un contrat. Si on reçoit ou si on constate qu'il y a des gens qui n'ont pas le vrai visa, il faut qu'ils les reprennent. Mais ce que vous dites là, par exemple, on ne peut pas imaginer que Nicolas Sarkozy ou que Laurent Wauquiez, le ministre des Affaires européennes, ne soient pas au courant de ça. Donc c'est quoi? C'est une posture politique? Écoutez, de toute façon, on a dit des choses qui étaient fausses. C'est-à-dire les données sur Schengen sont disponibles et ont permis à la Roumanie, depuis le mois de septembre, à arrêter 200 personnes. Au niveau des mafias, du grand banditisme, c'est grâce aux données Schengen. Donc ils les ont pour pouvoir travailler avec. Donc ça existe. Donc là, il faut qu'on se remette à table, qu'on rediscute sereinement. Donc il faut que la France dise la vérité aussi? Il faut rediscuter sereinement, poser les bonnes questions, avoir les bonnes réponses et puis prendre la bonne décision. Et là où on voit qu'un député européen, même s'il est français, peut avoir une position évidemment différente que celle du gouvernement français. C'est mon rôle de président du PPE. Merci beaucoup. Et j'applique toujours ce que dit le président de la République, faites juste. Merci Joseph Daul d'avoir accepté notre invitation. On va rester dans l'actualité internationale avec, comme chaque semaine, un tour d'horizon des télévisions européennes. Nous serons rejoints dans un instant ici même par une correspondante de la télévision polonaise. Elle est très concernée par la situation en Hongrie et au Bélarus. Voici donc un florilège d'images sur ces deux sujets rassemblés par Cécile Sixou. Le président biélorusse a été interdit de déplacement en Union européenne. L'Europe qui fait la police et qui sanctionne la Biélorussie, mais pas seulement. Sa première cible fut la Hongrie, critiquée pour la loi sur les médias, alors qu'elle vient à peine de prendre la présidence de l'Union. Le Premier ministre Orban a été vivement critiqué au Parlement européen à cause de la loi hongroise sur les médias qui impliquait la réhabilitation de la censure. Censure, le mot est fort et les journalistes sont allés vérifier auprès des rédactions hongroises.
Le journal le plus important de Hongrie, Nesta Pacsár, Liberté populaire, est sorti le 1er janvier avec en titre une phrase écrite dans les 27 langues de l'Union: la liberté de la presse est morte. Est-ce que la présidence de l'Union est en sécurité entre les mains de la Hongrie? Alors, en sécurité avec la Hongrie à la tête de l'Europe? Pas si sûr pour cette députée. Est-ce que M. Orban pourra vraiment intervenir sur des questions de droits de l'homme, comme par exemple en Biélorussie, où il y a encore des journalistes en prison suite aux manifestations? Alors nous sommes à présent avec Magdalena Tadeuszak, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici à Bruxelles l'une des correspondantes de la télévision publique polonaise. Est-ce que ces deux sujets qu'on vient de voir, est-ce que ce sont des sujets que la TVP a traités ? Ah, bien sûr, ce sont des sujets très très importants dans la presse et dans la télévision polonaise. Nous avons même envoyé des envoyés spéciaux justement en Hongrie, en Biélorussie pour suivre les événements des élections présidentielles en Biélorussie, mais aussi la nouvelle loi médiatique et tout ce qui a suivi en Hongrie. Mais les sentiments sont, s'il s'agit de la loi médiatique, les sentiments en Pologne sont plus mitigés que, je dirais, en Europe. C'est pas la tonalité de ce qu'on vient de voir dans le reportage où on parle de censure. Vous êtes plus prudent en Pologne? Nous sommes plus prudents, quoique bien sûr il y a une partie de médias et des commentateurs qui dit aussi c'est le cadenas à la liberté de la presse, bien sûr. Mais nous allons travailler, nous travaillons déjà avec le gouvernement hongrois. C'est la présidence polonaise, justement après la présidence hongroise. Le gouvernement, il a choisi cette position justement mitigée de ne pas froisser les Hongrois parce que nous avons besoin d'eux. Et la position de notre gouvernement, c'est nous allons voir notre position après la décision de la Commission européenne. Ça, c'est la position, je dirais, officielle. Qu'en pensent les journalistes polonais? Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à ce qui se passe en Hongrie ou au contraire, finalement, ce n'est pas si grave que ça? Oui, bien sûr, il y a une sorte d'inquiétude, mais ça dépend aussi des médias. S'ils sont de gauche ou de droite, la position est différente. Il y a une partie de la presse qui se révèle un petit peu hystérique, qui justement va dans ce sens qu'on a vu dans le reportage. C'est le cadenas, c'est l'attentat à la liberté de la presse. Et il y avait même la lettre du rédacteur en chef de la Gazeta, Adam Michnik, qui était un grand opposant, qu'il a écrit avec l'ex-président de la République tchèque, Václav Havel, avec l'ex-président de la République hongroise aussi, Arpad Gonpács. Justement, c'était une lettre ouverte à tous les intellectuels polonais et européens contre cette loi. Par contre, il y a de nouvelles lettres en Pologne, de la presse aussi, pour que les Hongrois soient fermes, pour qu'ils soient eux-mêmes, pour qu'ils restent avec le gouvernement, pour qu'ils ne se divisent pas. Donc, vous voyez, vraiment, les sentiments sont très mitigés, le débat, mais l'inquiétude persiste, parce que ça peut nous arriver à nous aussi. Est-ce qu'il y a le sentiment en Pologne, comme en Hongrie un petit peu, que, encore une fois, les pays fondateurs de l'Europe, les grands pays, entre guillemets, de l'Europe, seraient une nouvelle fois en train de donner des leçons aux autres? Tout à fait, justement. Et je pense que justement ce sentiment mitigé envers ces appels, ces alertes, comme quoi c'est l'attentat à la liberté de la presse, je pense que une partie de la presse polonaise est très prudente parce que, justement, ça vient des anciens pays de l'Europe. Et on a ce sentiment que c'est de nouveau les anciens pays, ceux qui sont bien installés, bien ancrés, qui se permettent de nouveau appeler à la raison les nouveaux pays, comme si, voilà, les nouveaux, ils étaient pas si raisonnables que les anciens. Serions-nous un peu arrogants, par exemple, les Français? Ça, c'est un autre débat. Moi, je dirais, il y avait en Pologne beaucoup... un certain temps, justement, ce sentiment que les Français, surtout, ont ce sorte d'arrogance qui n'est pas acceptable. Surtout parce que la Pologne et la France, il y a beaucoup de liens historiques, d'amitié, etc. Mais je pense que c'est du passé. On traite pas, on regarde beaucoup vers la France. On regarde ce qu'il propose le président français. On regarde ce qu'il propose l'Allemagne aussi. Parce que ce sont deux grands pays qui gouvernent quand même l'Europe. Donc il n'y a plus de ce sentiment d'arrogance, mais on a aussi ce petit sentiment, oui, les anciens veulent de nouveau nous montrer qu'ils sont plus sages que nous.
Merci en tout cas Magdalena Tadeuszak d'avoir accepté notre invitation. Alors il y a des phénomènes qui sont malheureusement répandus partout en Europe et les violences conjugales en font partie. Avant de retrouver Katia Gilder et son invité, voici un reportage en Finlande. Il est signé Thomas Raguet. Permanence d'écoute pour femmes, j'écoute. Bonsoir. Oui, que vous est-il arrivé? Un appel dans la nuit finlandaise. À l'autre bout du fil, une femme, victime de violences conjugales. Dans ce centre d'appel anonyme, des psychothérapeutes comme Anna-Lena se relaient pour conseiller les victimes. Nous ne serons pas autorisés à écouter la conversation. Insultes, menaces, privation de liberté, dépendance financière, la violence est multiforme et bien souvent, elle devient physique. Beaucoup de femmes qui subissent des violences sexuelles craignent pour leur vie. Elles ne savent pas jusqu'où leur agresseur est capable d'aller, mais elles savent qu'à l'évidence, il veut leur faire du mal. La Finlande et ses 6 millions d'habitants est un cas à part en Europe. Si les violences conjugales n'y sont pas supérieures que chez ses voisins, le taux de mortalité, lui, y est 2 fois plus important. En cause, la forte consommation d'alcool, mais aussi un manque de prise de conscience des pouvoirs publics. Traditionnellement en Finlande, l'État ne s'occupe pas trop de vie privée. La priorité des travailleurs sociaux est de protéger les victimes en les dirigeant vers des foyers spécialisés comme celui-ci. Caméras de surveillance, portes fermées à clé systématiquement. Tout est fait pour rassurer et isoler les clients, comme on les appelle ici. Là, nous entrons dans le foyer. S'il se passe quelque chose ici, on appuie sur un bouton et la police est là en quelques minutes. En 2009, près de 350 femmes et enfants sont passés par ce foyer, financé par la ville. J'ai un journaliste avec moi. Il prend des images, mais je ne veux absolument pas qu'il vous filme. Là encore, nous ne serons pas autorisés à filmer les victimes. Une règle absolue pour les préserver. Des victimes qui, après un séjour de 2 mois maximum, retournent auprès de leur conjoint ou bien font le choix de quitter le domicile conjugal. Il est très courant qu'une femme retourne chez elle et que les violences reprennent. Mais elle pourra revenir, on l'aidera autant de fois que nécessaire. Vous pouvez commencer une nouvelle vie, une vie sans violence pour le reste de votre vie. Cela demande beaucoup de travail, mais c'est possible. Selon Carola Gronland, la spirale de la violence cesse dans 60% des cas. Des centres d'écoute pour hommes violents existent aussi. Ils travaillent en lien étroit avec les foyers pour femmes afin d'entrer en contact avec les maris. Une particularité finlandaise. Les animateurs des 2 organisations se rencontrent donc souvent pour aborder les nouveaux cas. Quel genre de violence y a-t-il eu? Des violences physiques plutôt brutales. Des histoires de jalousie. Ok, on va rester en contact sur ce dossier. Pour Kostas Tassopoulos, animateur au Centre pour hommes violents, ce travail croisé est essentiel, mais il est long et coûteux. Et si la violence est passée à la maison, il faut traiter la femme, les enfants, l'homme aussi. Il faut essayer de l'aider dans son processus de changement, etc. Alors il y a beaucoup d'argent qui part. Un coût financier, un coût social aussi. Le centre mise donc sur la prévention et prévoit déjà une campagne d'envergure au sein de l'armée pour sensibiliser un maximum de jeunes hommes finlandais. Au niveau national, le gouvernement a lancé récemment un plan d'action contre les violences conjugales avec pour objectif numéro 1, la prévention. Mais pour Minna Pispa, la responsable du projet, il reste beaucoup à faire pour faire évoluer les mentalités dans ce pays qui a pris conscience tardivement du problème.
Cela nous aiderait beaucoup. Nous qui travaillons contre les violences conjugales en Finlande, si nous avions des conventions internationales ou des lois européennes pour nous aider à travailler et à faire pression sur nos décideurs et les faire bouger davantage, cela nous serait utile. 4 à 6 millions d'euros annuels seront investis dans les 5 prochaines années. Mais pour les professionnels du secteur, des lois plus protectrices sont aussi nécessaires. Et par conséquent, un sursaut de la classe politique finlandaise. Voilà pour ce reportage de Thomas Raguer réalisé en Finlande sur un sujet très sensible. On en parle avec Juan López Aguilar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, espagnol, président ici au Parlement européen de la Commission Justice et Liberté Intérieure et ancien ministre de la Justice espagnole. Alors votre réaction d'abord à ce reportage, est-ce que ça vous étonne de voir ce genre de comportement dans un pays du Nord comme la Finlande ? C'est bon à savoir, à comprendre que la violence contre les femmes, la violence sur les femmes, ce n'est pas un problème méditerranéen, ce n'est pas un problème dans certains pays et qui n'existe pas dans d'autres pays. Au contraire, c'est un problème plutôt universel. Il faut prendre conscience, il faut réagir au niveau européen. Il s'agit exactement de ça et le Parlement européen a fait son travail, a lancé l'initiative concernant la protection des victimes des délits violents et particulièrement la violence sur les femmes. Alors on va en reparler dans un instant, mais d'abord, pour réagir à ce reportage, est-ce que selon vous, la Finlande est un cas à part ou surtout, est-ce que ça vous choque de voir de tels comportements violents? Aucun pays, c'est un pays à part. Le problème de la violence sur la femme, c'est un problème, je dis, plutôt universel. En Espagne, on l'a compris. Et en Espagne, il faut savoir que quand on lançait les stratégies sur la violence contre les femmes, on ne parlait pas d'un problème espagnol, on parle d'un problème qui est plutôt universel et qui doit être engagé à niveau européen. Mais il faut aussi faire des choses en Espagne. L'Espagne a été votre pays a été le premier à se doter d'une loi pour lutter contre ces violences. Alors, comment votre pays en est arrivé là, alors même que dans d'autres, on n'a toujours pas une telle loi? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience particulière? C'est fait, j'en suis fier. On a remporté les élections en 2004, le Parti socialiste, j'ai fait le ministre de la Justice et on a accompli un engagement. Les premiers projets de loi qui ont été lancés au Parlement et les premières lois qui a été adoptée par le Parlement dans la première législature du gouvernement socialiste sous la présidence Zapatero a été exactement la loi intégrale contre la violence sur les femmes. Il y a un chapitre, bien sûr, il y a eu les débats, mais il fallait faire ça, il fallait engager sur le plan éducatif, sur le plan de l'image de la femme sociale, et sur le plan aussi de la protection de la femme comme victime de la violence sexuelle, de la violence conjugale, de la violence familiale et de la violence de genre. Alors, c'est ce qu'a fait l'Espagne comme État membre. Voyons maintenant ce que peut faire l'Europe dans ce domaine essentiel. C'est le sens de la question qu'on vous pose. Écoutez. Alors, on a réfléchi qu'on fait partie de la même organisation ici en Finlande que Parole aux femmes. Alors, Irina va vous poser la question en finnois. Bonjour, est-ce que vous pensez qu'on peut espérer voir un jour une politique européenne unifiée en matière de violence conjugale, au lieu de voir, comme c'est le cas aujourd'hui, des législations spécifiques dans chaque État? La réponse est oui. Absolument nécessaire. Alors, mais qui doit s'occuper de ce problème? Les États membres ou l'Europe? Les États membres et l'Europe. En fait, on a lancé l'initiative du Parlement européen. Sous présidence espagnole, il y a eu la directive de protection des victimes avec un chapitre dédié spécialement à la protection de la femme comme victime de la violence conjugale, de la violence sexuelle. Il faut pas seulement protéger la victime à niveau national. Il faut protéger la victime dans un espace de libre circulation des personnes. Comme citoyenne européenne, la femme a le droit de se déplacer avec la protection
à niveau européen et une protection homogène comme victime de délits à niveau européen. Donc il y a eu cette prise de conscience. Concrètement, où en est cette directive que vous avez contribué à prendre? Le Parlement a adopté favorablement les rapports. Maintenant, on attend le travail des conseils sous initiative de la Commission. La vice-présidente de la Commission, chargée des libertés, justice et droits fondamentaux, Madame Reding, s'engageait à lancer une initiative de la Commission qui doit être discutée ici dans le Parlement, j'espère, plus tôt possible dans la présidence courante. J'espère qu'il y aura l'initiative et il y aura le débat au Parlement européen. Alors, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette initiative? Est-ce qu'il y a des mesures très concrètes? Est-ce que, par exemple, l'idée de mettre un bracelet sur les conjoints violents, comme c'est à l'étude actuellement en France, est-ce que cette idée fera partie des propositions? Bien sûr, mais pas seulement. Il faut établir un mécanisme homogène de protection policière, un dispositif de réaction policière, d'alarme policière quand il y a l'appel téléphonique de la femme qui est en danger d'être agressée pour des raisons de violence sexuelle. Il faut homogénéiser les dispositifs de protection. Il faut établir un ordre judiciaire qui soit exécutif à niveau européen dans tous les États. Mais ce n'est pas le cas actuellement, puisque chaque État a sa législation. Donc vous pensez que sur cette question, les États membres peuvent parler d'une voie unie, avancer ensemble? Il faut y discuter, bien sûr. Et je crois que chaque pas qu'on fait pour établir une conscience homogène à niveau européen, que ça, ce n'est pas un problème de l'Espagne, de l'Italie, de la France, pas un problème de la Scandinavie, pas un problème de la Finlande, mais un problème qui doit être engagé à niveau européen. Ça comprend aussi les pays qui s'y sont occupés les moins. Parce qu'il y a les pays maintenant dans lesquels le niveau de protection c'est extrêmement déficient. Eh bien, merci beaucoup à vous, Juan López Aguilar, d'avoir réagi sur le plateau d'Europe Hebdo. Et chaque semaine, eh bien, l'Europe est au bout du fil. Question aujourd'hui de Caroline Damien. Nous sommes retraités et nous souhaitons nous installer en Espagne. Pouvons-nous le faire librement ou y a-t-il des formalités à accomplir? Voici la réponse d'Europe Direct. Bonjour Caroline. Oui, en fait, en tant que citoyen européen à la retraite, vous avez le droit d'habiter n'importe où dans l'Union européenne. Vous toucherez même votre retraite française en Espagne. Il faut quand même prouver que vous avez des ressources suffisantes et que vous avez une assurance maladie complète. En ce qui concerne les formalités, il faut s'enregistrer absolument auprès des autorités nationales espagnoles. Et vous pouvez vous aussi poser votre question au 0800 6 7 8 9 10 11. Appel gratuit partout en Europe. Et c'est donc la fin de cette émission. À la semaine prochaine sur les chaînes parlementaires. Et merci à tous de votre fidélité. J'ai invité